à vous tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le chef Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Nous discuterons aujourd'hui des droits des Autochtones et aussi des relations entre les Autochtones, les Premières Nations et les entreprises. Le chef Picard a été invité, puis il a fait un bref séjour dans la fonction publique, mais auparavant, il a fait des études en art et en communication. Il a occupé divers postes de 1978 à 1983 en communication au Conseil des Atikamekw et des Montagnais. Il a cofondé, vous allez voir si c'est intéressant, il a cofondé en 1983 la Société des communications Atikamekw montagnaise qui diffuse des émissions radiophoniques en langue autochtone à l'ensemble des communautés Atikamekw montagnais. C'est sûrement très écouté d'ailleurs. C'est une très belle initiative. Il a été vice-président de cette société en 89, puis en 92, il devient le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Il a fait beaucoup de communication. Il a aussi publié un livre qui s'appelle « De Québec à Québec » que je vous encourage à lire. Chef Picard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous souhaite mes sincères félicitations pour votre réélection. Merci beaucoup, c'est apprécié. Quelles sont vos priorités pour votre prochain mandat? Bien, écoutez, après plus de 25 ans de politique active, on en a vu de toutes les couleurs. On s'est engagé avec plusieurs gouvernements de différentes couleurs, de différentes tendances. Et déjà, je pense que d'avoir réussi à garder intactes nos troupes, c'est déjà beaucoup. Mais en même temps, comme tout n'est pas parfait, il y a un besoin de raffinement dans nos façons de faire parce qu'on insiste beaucoup sur le caractère particulier de l'Assemblée, qui est celui où on réunit des communautés qui sont diverses, 10 nations qui sont diverses elles-mêmes, et on doit se doter d'un processus qui respecte vraiment la réalité, les volontés de tout le monde. Donc, on s'est proposé de renforcer davantage notre structure régionale. Et une chose que je tiens à préciser, parce que c'est important de le savoir, c'est que l'Assemblée n'est pas un gouvernement, ne sera jamais un gouvernement, parce que l'Assemblée est beaucoup plus ce que j'appellerais peut-être un vecteur de différentes opinions au sein même des nations. Donc, il nous faut avoir les meilleures conditions possibles pour permettre un dialogue finalement constant. Donc, on parle de réforme de l'Assemblée, de sa structure, et c'est sans doute ce que j'appellerais peut-être le défi le plus important qui se présente à nous pour les 3 prochaines années. Mais en même temps, l'autre aspect aussi, c'est, puis ça c'est aussi important que le premier, c'est comment trouver les meilleures façons possibles de renforcer la gouvernance de nos communautés. Plusieurs parlent beaucoup de processus de décolonisation, même s'il y a une responsabilité de tous, incluant des gouvernements, il faut aussi savoir que seuls les colonisés ont la capacité de se décoloniser. Et ça, il faut avoir les outils appropriés pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train finalement de travailler à renforcer les capacités des communautés, donc renforcer les capacités de gouvernance de nos communautés aussi. Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. Comme vous en parlez maintenant, est-ce possible de nous parler de la nomenclature en termes de gouvernance des Premières Nations? Bien, écoutez, on est tous héritiers d'un système colonial qui remonte à la fin des années 1800, qui nous a donné la loi sur les Indiens, qui est encore aujourd'hui, je dirais peut-être la toile de fond au niveau administratif, un peu politique des communautés. Mais heureusement, il y a certaines communautés qui ont réussi à s'en affranchir, et c'est le cas pour les nations dites conventionnées, principalement les Cris et les Naskapi, et qui ont maintenant comme cadre législatif, comme cadre politique et administratif,
une loi qui émane des conventions qui ont été signées au tournant milieu des années 70. Et ils sont encore en train de s'adapter à cette nouvelle réalité, même 40 ans plus tard. Donc, pour les autres communautés, c'est de trouver finalement le passage entre celles qui ne sont pas conventionnées, c'est de trouver le passage pour faciliter la transition entre la loi sur les Indiens et un mode de gouvernance qui leur soit propre. Après 150 ans et plus de colonisation, on comprend que c'est un processus qui demande du temps et qui demande de la patience aussi au niveau des communautés, mais qui demande aussi d'avoir les bonnes conditions pour permettre la transition. Donc, on est un peu rendu là, dans certains cas, des communautés qui un peu, je dirais peut-être la formule qui me vient à l'esprit, c'est vraiment qui exerce ce qu'elles considèrent comme étant leur responsabilité, leur juridiction dans plusieurs domaines, mais en même temps, il faut savoir qu'on n'a pas encore atteint l'idéal. Donc, c'est la direction qu'on compte prendre. Donc, pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec le vocabulaire, les conventionnés, si on peut dire, les communautés conventionnées, c'est celles qui ont conclu des traités, des ententes? Oui, bien écoutez, de façon très générale, je vais essayer de le poser très, très succinctement. Le cadre législatif ou politique ou historique même au pays fait en sorte qu'il y a des communautés qui ont signé des traités au tournant du 20e siècle. C'est vrai pour l'ouest du pays, principalement de l'ouest de l'Ontario jusqu'au pied des Rocheuses. Il y a dans les autres régions des nations et des communautés qui ont encore en leur possession un titre autochtone sur les territoires. Dans le cas du Québec, il y a une situation qui est quand même assez diverse parce qu'il y a des traités historiques qui remontent avant la Confédération. Il y a des traités modernes qui sont principalement les nations qui ont été bénéficiaires des conventions de la baie James au début des années 70. C'est vrai pour les Inuits, au Nouveau-Québec, les Cris et les Naskapi. Et il y a les autres nations qui ne sont pas signataires de conventions, dans certains cas, des communautés qui sont aux tables de négociation, dans d'autres cas, des communautés qui ne sont aucunement engagées. Donc, il y a une diversité de situations là, sur le plan tant politique que juridique. Et de la gouvernance aussi. La gouvernance, effectivement, oui. Et depuis que vous êtes à la tête de l'Assemblée des Premières Nations, donc depuis 1992, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Bien, écoutez, c'est toujours difficile de parler en termes de réalisation parce que, pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, l'Assemblée que je représente ne sera jamais un gouvernement. Donc, on n'a pas une capacité financière qui soit égale aux communautés. Et c'est parfait comme ça. En même temps, bien, on a un rôle qui en est un de vraiment fiduciaire de toutes les analyses, évaluations que les communautés, peut-être dans certains cas, ne peuvent pas faire. Et donc, on fait beaucoup de veille sur ce que les gouvernements font, tant provincial que fédéral, et de plus en plus municipal aussi. Et nous, ce qu'on a comme charge de travail, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on juge comme étant l'information qui serait utile aux communautés. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins qu'on peut être, à certains égards, peut-être aussi initiateur de projets qui visent à mettre en évidence ce qu'on considère comme étant des situations inacceptables ou des situations qui méritent l'attention de nos politiciens. Et on a réussi en 2006 à créer un événement sous le thème du sommet socio-économique des Premières Nations, qui à l'époque, on avait réussi à mobiliser tant le gouvernement provincial de l'époque, de M. Jean Charest, que le gouvernement conservateur de M. Harper, pour participer à un 3 jours de réflexion qui visait à mettre en lumière les écarts socio-économiques entre nos communautés et la grande majorité québécoise. Et on a réussi à avoir le premier ministre du Québec comme coprésident de l'événement pendant 3 jours,
On a vu défiler presque l'entièreté du cabinet de M. Charest à travers les 3 jours. On a eu une participation un peu plus limitée du gouvernement de M. Harper, mais je veux dire, sans expliquer les raisons, on en connaît un peu les fondements. Donc, c'est un événement, je pense, qui reste encore, qui a laissé des traces aujourd'hui. On n'est pas, encore une fois, à la hauteur des idéaux qu'on a, mais en même temps, je pense qu'on réussit, à travers cet événement-là, à garder le focus, l'attention sur les enjeux qui nous intéressent. Mais je pense que sans doute que la plus grande réalisation, selon moi, c'est le fait d'avoir marqué des points au niveau de nos communautés et de sa population. C'est-à-dire de faire en sorte que, en tout cas, je le dis très humblement, puis sans prétention, je crois aujourd'hui, en tout cas, je pense que peu de gens le contesteront, mais je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à mobiliser l'intérêt de notre population par rapport aux enjeux qui les intéressent. On a réussi à faire en sorte que l'Assemblée soit vraiment un organisme qui est respecté, dont on connaît la mission, et même, dans certains cas, bien, il y a des personnes qui voudraient qu'on en fasse beaucoup plus. Mais ça, c'est un champ que je ne veux même pas explorer. C'est vraiment une responsabilité qui revient à nos communautés. Je dis souvent que je ne suis pas un chef des chefs, et ce qui est tout à fait vrai. Moi, je suis guidé et je coordonne l'action de 43 chefs à travers notre région. Mais je pense que tout ça dit, bien, on a réussi à se tailler une crédibilité, je pense, au sein de la population, du public en général chez nous. Il y a la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones, qui est une déclaration très marquante, si on peut dire, dans l'histoire. Et qu'est-ce que vous diriez que cette déclaration-là a changé pour les Premières Nations? Bien, la déclaration est venue consolider l'espèce de mobilisation au niveau international. On l'a dit souvent, la déclaration, bien, c'est le travail d'une génération, 25 ans de travaux au niveau international. J'ai eu l'opportunité, le privilège de participer à quelques séances moi-même. Et en fait, c'est venu relever en quelque sorte les obligations des gouvernements coloniaux et autres par rapport à cette réalité-là que représentent nos peuples et qui a été dans l'histoire trop longtemps négligée. Et pour moi, bien, la déclaration le dit, hein, c'est vraiment pour permettre à nos peuples de retrouver leur dignité. Et lorsqu'on regarde le préambule de la déclaration, on parle exactement de ça. Et ça, c'est sans compter les 46 articles qu'elle contient et qui vraiment doivent mettre au défi les gouvernements de tous les États qui ont accepté d'y adhérer. 144, bien 148 maintenant avec le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont, depuis 2007, accepté de l'endosser. Donc, on vient en quelque sorte donner aux peuples autochtones de tous ces pays-là des conditions gagnantes pour faire en sorte que leur statut, leurs droits soient respectés. Mais ceci étant dit, on va tout le temps se buter à ce que j'appellerais peut-être l'idéologie interne de ces États-là. Ça vaut pour le Canada aussi, où on a peut-être encore beaucoup de terrain à couvrir. Mais en réalité, c'est que on vient de relever le rapport de force de nos peuples au niveau international. Donc, le Canada a appuyé la déclaration sans condition en 2017. Et depuis, il y a eu un projet de loi qui a été déposé, un projet de loi qui vise à intégrer les droits que l'on reconnaît dans la Déclaration des Nations unies dans la prise en compte de législation ou l'élaboration d'une législation fédérale. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce projet de loi qui n'est toujours pas adopté? Bien, c'est la logique. Et c'est ce qu'on a toujours indiqué.
Et je pense même que la question, je ne me souviens plus trop du pays en Amérique du Sud, je me demande si ce n'est pas la Colombie ou la Bolivie, mais il y a d'inscrit dans la Constitution du pays la reconnaissance des droits de ce phénomène ou de cette notion de droits autochtones. Et vous me direz, bon, au Canada, c'est la même chose en 82, mais c'est dans l'applicabilité ou l'application plutôt où on rencontre des barrières. Et normalement, comme je le disais un peu plus tôt, la logique voudrait que les lois du pays, au Canada et ailleurs aussi, respectent les principes de la Déclaration. Donc, on est un peu à cette étape-là. Il y a un projet de loi en privé qui a été déposé, le projet de loi C-262, qui est actuellement toujours à l'étude au Sénat pour la sanction royale. Et écoutez, notre inquiétude aujourd'hui, c'est vraiment de manquer le bateau et de se retrouver avec finalement une Assemblée législative qui termine ses travaux, tant pour les communes que pour le Sénat, d'ici quelques semaines. Et à ce moment-là, on est reporté à l'automne. Et sans doute plus tard parce qu'il y aura des élections, comme vous le savez, au niveau fédéral. Donc, c'est un peu ce qui nous guette là, comme danger, c'est ce qu'on a comme préoccupation. Mais ultimement, pour répondre à votre question, c'est qu'on a toujours insisté sur le fait que la logique avec cette déclaration-là, comme elle est non contraignante au niveau international, bien, ce serait de voir la modification des lois et des politiques à l'interne, au niveau intérieur, au niveau du Canada, pour faire en sorte que ces grands principes soient inscrits dans la façon que la relation s'exprime entre nos gouvernements et les gouvernements canadiens. Les jugements de la Cour suprême des dernières années ont beaucoup aidé, je crois, à la cause autochtone en définissant l'obligation de consulter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à cette obligation de consulter, qui est aussi reconnue dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones? Bien, écoutez, oui, vous avez tout à fait raison de dire que la question de la consultation est abondamment inscrite dans la Déclaration. Mais en même temps, ceci étant dit, il y a quand même eu une évolution. Hein? Parallèlement à ce qu'on essayait de réaliser ou d'accomplir au niveau international, il y a eu quand même des avancées sur le plan du droit interne. Et heureusement, il y a eu des décisions de la Cour suprême et même des cours de d'autres instances là, qui ont fait en sorte de mieux circonscrire, paramétrer peut-être oui. la question du droit et de renforcer peut-être cette notion que finalement tout le monde a des obligations en fonction de ces droits-là, autant les gouvernements que l'industrie. Donc, force est de constater aujourd'hui qu'on a fait du progrès. On n'est pas encore arrivé à destination étant l'idéal où, par exemple, nos communautés seraient étroitement associées à tout projet, vraiment en amont. Il faudra convenir de la définition appropriée sur la question de la consultation, convenir de la définition appropriée pour le consentement préalable, libre et éclairé des nations autochtones dans tout projet. Donc, c'est sans doute beaucoup dans ces notions-là là, qu'on risque de prendre du retard. Mais pour rester optimiste et positif, je dirais qu'il y a sans doute une meilleure connaissance aujourd'hui et une plus grande sensibilité par rapport aux intérêts qui sont représentés par nos communautés, qui ne sont pas des intérêts équivalents aux municipalités parce que le fondement n'est pas le même, le contexte n'étant pas le même. Et comment voyez-vous en ce moment les relations entre vos communautés et les entreprises? Bien, je la considère comme étant, je veux dire, je pense que sans vraiment dire que tout doit être en silo,
Je pense qu'il y a des approches appropriées selon les entreprises et selon la communauté. Donc, c'est difficile un peu de généraliser, mais je reviendrai sur mon affirmation un peu plus tôt où je disais qu'il y a sans doute une meilleure connaissance et une plus grande sensibilité. Écoutez, moi, j'ai l'occasion de temps à autre de participer à des forums sur le développement minier, développement forestier et autres. Et je pense que les Premières Nations, les peuples autochtones sont moins contournables aujourd'hui qu'ils ont pu l'être à un certain moment donné. Moins incontournables. Sont moins contournables, c'est-à-dire sont plus incontournables qu'ils ont pu Oui, l'être. c'est ça, plus Oui, oui, c'est ça, oui. Vous avez raison, Oui, plus oui, incontournables. oui, oui. Oui. Et vous avez sûrement pris connaissance du projet de loi qu'on appelle, avec son acronyme C-69, mais qui vise à modifier la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la loi sur l'Office national de l'énergie, la loi sur la protection des eaux navigables. Et dans ce projet de loi, qui n'est toujours pas adopté, on parle beaucoup de savoir autochtone. Est-ce que vous avez pu regarder le projet de loi et comment voyez-vous cette question intégrée dans le projet de loi? Bien, écoutez, c'est finalement un rendez-vous qu'on réussit à confirmer, à matérialiser. Et pour nous, ça a toujours été extrêmement important. D'ailleurs, dans nos propres travaux au niveau régional, on y a fait référence à plus d'une occasion. Lorsqu'on parle de protocole de consultation, protocole de recherche, la question du savoir autochtone est vraiment prédominante. La déclaration de l'ONU, on en parlait un peu plus tôt, en fait largement écho. Donc, c'est quelque chose qu'on juge extrêmement important. Surtout lorsqu'on constate que, bon, ça a peut-être été un laïus, mais il n'en demeure pas moins que c'est un laïus qui est important de noter. Sous l'ancien gouvernement, celui de M. Couillard, il y a au moins 2 ministres qui ont dit que la question du savoir autochtone était quelque chose qui était sans doute facilement contournable, négligeable. Et évidemment, on a réagi parce qu'on considère que, alors qu'on connaît des avancées au niveau international, on constate des reculs au niveau interne. Donc, pour nous, c'est C-69 et d'autres projets de loi liés à ces questions-là, que ces projets de loi-là mettent en évidence quelque chose d'aussi fondamental, bien, on trouve que c'est vraiment quelque chose plus qu'acceptable. Et si on parle des 94 appels à action de la Commission de vérité et réconciliation, est-ce que vous êtes satisfait des avancées à ce sujet? Bien, les 94 appels à l'action ont été vraiment, ce sont des appels qui sont extrêmement audacieux. Mais en même temps, je pense que là où, sans référer précisément à des recommandations, à une recommandation précise, on fait énormément de chemin sur la question de l'éducation. Et je pense que le fait que son rapport, lorsqu'il a été rendu public, ait été diffusé aussi largement qu'il l'a été, je pense contribue à cette éducation-là. Mais en même temps, on va rester un peu sur notre appétit par rapport à certains appels, notamment la déclaration de l'ONU et le fait qu'elle soit mise en œuvre. Qu'elle ne soit pas encore mise en œuvre. C'est en ce sens-là que vous dites? Ou... Bien, le fait qu'elle devrait être mise en œuvre, oui, par différentes instances. Écoutez, je veux dire, on voit la position du gouvernement fédéral, on voit la position de certaines provinces. À Montréal, le conseil municipal a voté pour une reconnaissance de la déclaration en 2017, au mois d'août. La ville de Val-d'Or aussi. Et on essaie de faire du lobby auprès des autres municipalités, l'UMQ, la FQM, pour que solennellement, ces organisations-là puissent également donner leur accord par rapport au principe de la déclaration. À d'autres égards, bien, la commission Vérité et Réconciliation a vraiment mis en évidence une période vraiment noire de notre histoire récente. Et je pense qu'à plus long terme, ce que les gens vont dire souvent, c'est que
avant qu'il y ait une réconciliation, il doit y avoir une guérison. Et on est beaucoup, pour beaucoup de communautés, un peu dans cette étape-là actuellement. Dans la guérison. Dans la guérison, oui, tout à fait. Nous terminons toujours nos capsules balado, Chef Picard, avec 5 questions un peu plus personnalisées. Et la première, c'est est-ce que vous avez un mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Durable. Ah oui. Durable parce que je pense que c'est exactement ce mot-là qui nous met au défi comme société. Et surtout lorsque je regarde un peu dans ma cour à moi, dans notre cour à moi du côté autochtone, sachant que notre population est très jeune, hein, les 25 ans et moins comptent pour 50, sinon plus, % dans certaines communautés. Donc, lorsqu'on parle de léguer un héritage à ceux qui nous suivent, ben, c'est encore plus vrai pour nous. Et notre philosophie, d'ailleurs, va beaucoup plus loin que ça parce qu'on doit poser des gestes maintenant en fonction des 7 prochaines générations. Donc, c'est vraiment une commande là, importante, une commande énorme que nous avons sur les épaules. Et je pense que c'est beaucoup lié à cette définition un peu, je dirais, je veux dire, on est vraiment sans merci, là. Selon avec qui, selon le forum auquel on participe, selon les interactions qui existent entre sociétés même par rapport à cette question-là de durabilité. Comment on compose avec les besoins de notre population et les besoins de notre terre-mère, la planète, finalement. Et pour moi, ben, je pense qu'on est dans une génération, je parle de la mienne, là, où on est allé chercher des enseignements et notre responsabilité à nous, c'est de les faire bénéficier à ceux qui nous suivent. Et moi, je le fais dans la mesure où c'est possible avec les personnes dont je suis directement responsable, mes enfants, mes petits-enfants, et en souhaitant qu'ils ou elles fassent la même chose par la suite. Mais en même temps, je pense que quelque part, il faudra vraiment là, s'assurer de la bonne définition de durabilité. Et ça, je pense qu'on a le don de creuser des fossés plutôt que de les combler. Et ici, il y a une personne qui vous inspire, une personne que vous admirez en développement durable. Est-ce qu'il y en a une? C'est une de mes petites filles. Oui? Une de mes petites filles parce que elle a 14 ans, puis elle a choisi le combat du plastique. Et ça, puis c'est parce qu'elle m'en a parlé. Puis ça, c'est le type de choses qui m'inspire et je considère comme inspirant pour ses pairs. Pour la suite des choses. Pour la suite des choses, pour ses pairs. Et c'est quelque chose, un exemple que je relate souvent lorsque l'occasion s'y prête, parce que je trouve que ça fait la démonstration que on a tendance à penser, bien, c'est des ados, ils ne sont pas à l'écoute, mais non, c'est le contraire. Ils sont à l'écoute, ils sont captifs. Et je pense qu'on doit mettre ça vraiment en évidence et le rendre bénéfique là, pour l'ensemble de notre société. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? Bien, écoutez, difficile pour moi d'être un juge au même titre que ceux qui sont vraiment dans le quotidien de ces questions-là. Mais je dirais que le Québec est 7,58. Je pense qu'on est vraiment, et c'est beaucoup lié, on est avance sur d'autres juridictions, et je pense que c'est beaucoup lié à la mobilisation populaire et les personnes qui la créent. Et je pense qu'on a des modèles ici au Québec, là, on a des modèles dans le Québec non autochtone, on a des modèles dans le Québec autochtone aussi. Et je pense à des personnes comme Matthew Kuncombe, l'ancien grand chef de la Nation Crie. Je pense au chef Jean-Charles Pietachot,
et sa lutte contre les hydrocarbures. Et évidemment, il y a une pléiade de personnes du côté québécois aussi. Et je pense c'est à travers ces personnes-là qu'on interpelle l'actuel gouvernement parce que, du Québec, j'entends, là, parce que la campagne provinciale y a fait très peu référence. Et je pense si ce n'était pas de ces personnes-là, puis de la mobilisation qu'elles peuvent créer, bien, on serait peut-être en retard sur d'autres. Et quelle est la plus grande fierté, vous croyez, du Québec en développement durable? Bien, écoutez, je pense qu'on parle beaucoup de ce temps-ci de l'énergie propre. Et évidemment, je pense que le Québec a sans doute des bonnes raisons de se targuer, là, d'être avant-gardiste par rapport à d'autres qui ont peut-être un peu trop d'appétit pour le nucléaire, alors qu'au Québec, on fait un peu marche arrière de ce côté-là. C'est l'hydroélectricité, c'est l'éolien aussi, d'autres types de développement un peu plus verte. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas référer à la contribution des peuples autochtones aussi, parce que, quelque part, on est dans le coup sans y avoir été. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, qu'on parle des développements hydroélectriques de milieu des années 1900, Manicouagan, Outarde, c'est nos communautés, finalement, qui occupaient ces territoires-là, qui ont quelque part vécu également ces bouleversements-là. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier un peu trop. Oui. Et ma dernière question, entre un arbre, une plante ou un animal, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous réincarner? Un arbre. Oui? L'harmonie. Ah! L'harmonie. Oui. L'arbre a vraiment accès aux êtres humains, accès aux animaux, et je pense que c'est peut-être l'enracinement avec la terre-mère. Donc, c'est le choix que je fais. Chef Picard, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le territoire non cédé, Mohawk. Merci à vous. Merci de votre générosité dans cet entretien. Merci de m'avoir reçu. Merci.